Sur cette chaîne, on parle très souvent de faits divers entraînant la mort. Que ce soit par la main de l'homme ou celle de l'animal, on a souvent parcouru des histoires malheureusement dramatiques. Bien que sur les vidéos d'animaux, la plupart du temps, on comprend rapidement qu'il y a toujours une justification derrière certaines attaques. Mais il existe un tueur en série bien plus fascinant que ceux qu'on peut trouver chez l'être humain ou même chez les animaux. Un tueur en série qui rend le plus grand tueur en série humain connu comme un simple amateur. Pour être plus précise, je dirais même que c'est une tueuse en série et non un tueur en série. Parce que si vous regardez aujourd'hui des chaînes comme la mienne, c'est que vous êtes intéressé par la criminologie ou en tout cas les faits divers et des histoires assez morbides ou des histoires entraînant la mort. Alors laissez-moi vous présenter avec ce nouveau format celle qu'on ne pourra jamais détrôner dans ce milieu-là et qu'on ne pourra jamais égaler en termes de nombre de victimes. Notre belle planète, la nature. Parce que oui, sous ces aspects magnifiques, avec tous ces paysages et toutes ces choses mystérieuses et mystiques que constitue la planète, il existe une part très sombre et dangereuse de celle-ci, mais surtout rancunière et sans pitié. Donc aujourd'hui, je vous présente le nouveau format sur la chaîne où on va voir les plus grandes catastrophes naturelles, en tout cas celles qui ont causé le plus de victimes, et ensuite on élargira évidemment le champ de recherche. Mais avant toute chose, comme d'habitude, bienvenue à tous sur ma chaîne. Ici on parle de faits divers mais pas que, comme vous pouvez le voir avec cette vidéo. J'adore traiter de sujets divers et variés, tous entraînant quelque chose en moralité, si je peux dire, c'est-à-dire qu'on prend conscience de certaines choses en faisant des recherches, notamment sur le secteur animalier, celle que je traite dans ma chaîne également. Vous retrouverez des vidéos de faits divers classiques avec des histoires de tueurs en série ou des histoires un peu plus one-shot si je peux dire, mais également une série de vidéos sur les animaux et leurs attaques. Et maintenant, vous retrouverez également une partie sur les catastrophes naturelles, les dégâts et surtout les conséquences, mais aussi les causes de ces catastrophes naturelles. J'espère qu'en tout cas ce format vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à liker si le cœur vous en dit. D'aller faire un tour sur ma petite boutique en ligne, je fais des créations fait main, donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Et sur ce, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'histoire du jour. Parmi les grandes catastrophes naturelles qu'a connues notre planète, vous connaissez sûrement les plus grandes comme Pompéi, le tsunami de 2004 qui a fait énormément de victimes et bien d'autres encore. Aujourd'hui on va pas s'attaquer à ces monuments dans le secteur des catastrophes naturelles, bien que je pense en parler prochainement sur ma chaîne. Mais on va s'attaquer à quelque chose de plus précis, beaucoup moins connu, puisque ça date maintenant d'il y a bien longtemps. Donc on ne parlera pas d'océans ravageurs aujourd'hui, ou de volcans en colère, mais on va parler de la chose la plus basique, la Terre. Comme pour les vidéos dans le secteur animalier, j'aime apporter quelques précisions avant de vraiment vous parler du sujet. Je trouve ça important de connaître réellement tous les tenants aboutissants qui peuvent amener justement à une catastrophe et de comprendre le mécanisme qui se cache derrière. Je trouve ça super intéressant. Donc on va partir dans des cours de géologie aujourd'hui. Je vous fais ça évidemment comme d'habitude de façon très grossière. Je suis pas là pour faire un documentaire en géologie et en tectonique des plaques sur la planète, mais ça vous donnera une bonne base pour essayer de comprendre d'où viennent les mouvements sur la planète et d'où viennent du coup les séismes, parce que oui, nous allons parler de séismes aujourd'hui. Donc on va revenir au principe de base. Quand vous marchez sur la planète, en dessous de vos pieds, il y a de la Terre. Ça, tout le monde le sait, c'est pas une surprise. Mais entre la Terre et le noyau de la planète, il y a énormément de couches différentes. Et ça, je vais vous les détailler tout de suite. On va retrouver en premier la croûte terrestre, assez simple. On va retrouver la croûte océanique, composée de roches basaltiques principalement, et elle recouvre 70% de la planète, puisqu'on c'est bien connu, la planète, on l'appelle la planète bleue, pas pour rien, parce qu'elle est colonisée principalement d'océans. En dessous, vous retrouverez le manteau supérieur, qui est moins visqueux que son frère le manteau inférieur, composé de roches telles que la péridotite. En dessous, vous avez le manteau inférieur, c'est une zone de constant mouvement terrestre, parce que vous vous en rendez pas compte, mais la Terre est en constant mouvement, mais ça on y reviendra après. C'est une source de courant de convection qui transfère la majeure partie de l'énergie thermique du noyau terrestre
vers la surface. C'est le secteur de conversion. En dessous, vous avez le noyau externe, donc liquide, composé à 80-85% de fer. Sa viscosité est estimée entre 1 et 100 fois celle de l'eau, histoire de vous rendre compte à quel point c'est liquide. La température moyenne atteint les 4000 degrés. Autant vous dire que vous ne restez pas une seconde dedans. De toute façon, vous n'irez jamais. Et il faut savoir que le noyau externe, pour la petite anecdote, c'est lui qui est responsable, grâce au courant électrique qu'il produit, du champ magnétique terrestre, le champ magnétique qui nous protège contre les rayons UV, contre les tempêtes solaires. C'est lui qui est responsable de ça et qui maintient justement cette sécurité autour de notre planète. C'est entre autres un peu grâce à lui qu'on peut vivre sur Terre. Et pour finir, vous avez le noyau interne, une boule de métal composée à 80% d'alliage de fer et 20% de nickel, avec une température supérieure aux 6000 degrés. Voilà, ça c'est le schéma basique de la Terre. Évidemment, il y a beaucoup plus de précision à apporter, il y a des sous-couches dans la composition. Encore une fois, je le fais de façon grossière, ne venez pas m'attraper dans la commentaire parce que c'est pas détaillé, je ne fais pas un documentaire. Il existe une structure dite secondaire sur la planète qui va englober certaines parties des couches de la planète. La première, c'est la lithosphère. Elle est composée de la croûte et une partie du manteau de la planète. Et cette partie nous intéresse aujourd'hui principalement puisqu'elle est aussi divisée en plaques tectoniques ou plaques lithosphériques. Et ça, j'y reviendrai après puisque ça va être le point culminant de la vidéo, forcément. Et en dessous, vous avez l'asténosphère. Donc c'est une zone en dessous de la lithosphère qui va composer beaucoup plus de choses. Mais encore une fois, ce qui nous intéresse principalement dans cette vidéo, c'est les plaques tectoniques. Il faut savoir que les plaques tectoniques, en fait, c'est tout simplement un fragment de la lithosphère qui résulte d'un découpage à la manière d'une sorte de pulse par un système de failles. Alors, histoire de vous expliquer, en géologie, une faille, c'est une structure tectonique consistant en un plan ou une zone de rupture le long duquel deux blocs rocheux se déplacent l'un par rapport à l'autre. Il y a également des dorsales, donc les dorsales c'est des crêtes médio-océaniques, c'est des chaînes de montagnes sous-marines tout simplement, qui font la frontière entre deux plaques. Histoire que vous compreniez, vous avez deux plaques différentes tectoniques, alors à leur jonction vous avez possibilité d'avoir une faille, vous avez également le fait qu'elles se tapent dessus, ça va former des dorsales océaniques, puisque tout simplement le mouvement va faire que ça remonte un petit peu. Vous avez aussi des rifts, donc c'est des fossés d'effondrement se localisant le long d'une fracture de l'écorce terrestre lors d'un processus d'extension. Je vous mets également un schéma. Et ensuite vous avez les fosses de subduction. Alors c'est le terme le plus entre guillemets compliqué de la vidéo, mais c'est le plus simple à comprendre honnêtement. C'est tout simplement une plaque tectonique, donc là vous avez les deux plaques, qui va plonger sous l'autre. Voilà, puisqu'encore une fois, toute l'écorce terrestre bouge en continu. Il y a un mouvement perpétuel que vous ne sentez pas sous vos pieds, mais les plaques tectoniques sont en constant mouvement, et en fait vous avez des zones où elles se tapent, donc ça remonte, et vous avez des zones où elles passent l'une sur l'autre. Encore une fois, je vous ai mis un schéma. Encore une fois, comme je vous disais, la Terre est en constant mouvement. Sa croûte, il y a du mouvement. Qui dit mouvement dit énergie. Les mouvements des plaques vont créer entre autres énormément d'énergie dedans. Si vous voulez que je vous simplifie la chose, imaginez simplement la Terre comme une énorme machine. Tant que tous ces fonctionnements, ces rouages, ces écrous fonctionnent normalement, tout se passe bien. Mais par moment, il se peut que la machine bloque, voilà, qu'il y ait des frictions, qu'un écrou se passe mal, et c'est à ce moment-là qu'il va y avoir justement des conséquences sur la surface de la Terre. Et quand vous donnez un à-coup dans un écrou, c'est une libération d'énergie instantanée. En quelques minutes, vous avez énormément d'énergie qui va être libéré vers la surface de la Terre. J'espère que je vous perds pas et que je ne vous ennuie pas, mais c'est vraiment histoire de grossir, je grossis la chose pour que vous puissiez comprendre. Maintenant, vous avez compris qu'on allait parler de séisme dans cette vidéo. Mais qu'est-ce qu'un séisme? C'est facile, la Terre bouge, elle tremble et cause énormément de dégâts financiers au travers de bâtiments et compagnie, mais également humaines, puisque ça va engendrer la mort de beaucoup de personnes suivant la magnitude du séisme. Ça, on y reviendra évidemment après. Mais à quoi c'est dû réellement un séisme? La surface de la Terre va se déformer lentement sous l'effet des déplacements relatifs des plaques tectoniques. Ça, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Évidemment, encore une fois, tous ces déplacements ne se font pas sans heurte, car dans les zones de contact, donc les zones de subduction, les fossés, les dorsales, les roches s'opposent aux forces auxquelles elles sont soumises, les frottements entre elles. En résistant à cette sollicitation, les roches se comportent comme une sorte de ressort que l'on comprime. Elles se déforment et évidemment, il y a une énergie qui va s'accumuler à ce niveau-là, une énergie qu'on appelle l'énergie élastique.
Évidemment, sans surprise, les roches ne peuvent pas supporter cette accumulation d'énergie trop longtemps. Donc quand le seuil d'énergie, la résistance du seuil de l'énergie est atteinte par ces roches, eh bien celles-ci vont céder brutalement pour permettre justement aux plaques de glisser l'une sur l'autre ou de remonter. Peu importe la situation dans laquelle on se trouve à ce moment-là. Et au cours de ce glissement, quand le rouage se débloque, l'énergie qui s'est accumulée au cours du temps va être libérée en quelques secondes. Et cette énergie va être libérée sous forme de vibrations et de chaleur. Et ces vibrations vont se propager jusqu'à la surface de la Terre. Et c'est à ce moment-là que la Terre va trembler. C'est pourquoi les séismes se produisent très souvent, quasiment tout le temps, à proximité de failles, de jonctions de plaques tectoniques. C'est pour ça qu'il existe des zones sensibles sur la planète où les séismes sont beaucoup plus récurrents qu'ailleurs. Le Japon est un pays très connu pour ça, puisque c'est un pays qui est sujet à énormément de séismes, parce que le Japon, en fait, il se trouve sur la jonction de 3 grandes plaques tectoniques, donc autant vous dire qu'il a 3 fois plus de chances d'avoir des séismes quasiment tout le temps, sans compter le fait qu'il est carrément sur la jonction. Les plaques tectoniques concernées sont la plaque Eurasie, la plaque Philippine et la plaque Pacifique, mais il y a aussi une petite plaque aussi qui vient en jonction, elle s'appelle la plaque d'Okhotsk. Je sais pas comment on le prononce, c'est une horreur. Histoire que vous vous rendiez compte à quel point juste la situation géologique de ce pays est une catastrophe et que du coup les séismes sont extrêmement récurrents, faut savoir que environ 1/5 des séismes d'une magnitude égale ou supérieure à 6 sur l'échelle de Richter qui sont recensés dans le monde proviennent juste du Japon. C'est immense. Depuis 2007, j'ai été comptée sur les recensements de séismes, donc depuis 2007, il y a eu 22 séismes enregistrés au Japon. Juste ça, 22. Et le dernier en date, d'ailleurs je le savais pas, je l'avais même pas vu passer dans les actualités, mais le dernier en date s'est passé le 1er janvier 2024, donc autant dire que c'est hyper récent, exactement à 16h10 heure locale. Il avait une magnitude de 7,5 sur l'échelle de Richter, et il s'est produit dans la péninsule de Noto, au nord de la préfecture d'Ishigawa. Il a fait 238 victimes, 19 disparus et 1287 blessés. Sans compter les dégâts matériels, évidemment, de ce séisme. Donc c'est vraiment, en fait, tout est une question d'endroit. L'une des failles les plus connues au monde est la faille de Sant Andreas. Je pense que vous avez vu le film, il est génial si vous l'avez pas vu, moi j'ai adoré, j'adore les films catastrophes de toute façon. Mais c'est une fatalité, la faille de Sant Andreas va finir par s'ouvrir et créer des dégâts considérables en Californie. Avant d'attaquer l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui, je fais un dernier point, puisque c'est important, sur la magnitude d'un séisme. On parle tout le temps, tout le monde connaît ce terme, de dire, eh bien, ce séisme a une magnitude de temps sur l'échelle de Richter. Mais qu'est-ce que c'est et d'où ça vient? Eh bien, cette échelle a été définie en 1935 par Charles F. Richter, qui a établi une sorte d'échelle pour classer et comparer les séismes californiens à l'époque, selon un certain protocole avec un certain type d'instrument. Il faut savoir d'ailleurs que les séismes, on n'a pas tous les enregistrements et toutes les données des séismes qui ont eu dans le monde depuis son existence, c'est évident, notamment parce que le réseau d'enregistrement sismologique a été mis en place vers la fin du 19e siècle, donc c'est assez récent quand même dans l'histoire de la planète. Donc c'est pour ça qu'on a peu d'infos sur des séismes avant ça, on ne connaît pas leur magnitude exacte, parce qu'on n'avait pas tout simplement le matériel d'enregistrement à l'époque. Sans surprise, plus on est au niveau de magnitude d'un séisme, plus le séisme va être meurtrier et causer de gros dégâts. Je vous affiche le classement par magnitude et les dégâts, je vous les traverse rapidement. Au-dessus de 3,5 sur l'échelle de Richter, on enregistre le séisme, mais il n'est pas ressenti. Entre 3,5 et 5,4, on le ressent, mais ça cause pas énormément de dégâts. Entre 5,4 et 6, ça peut causer tout au plus quelques dommages sur des édifices bien construits, sur des bâtiments très bien construits. Par contre, évidemment, sur les bâtiments moins construits, on va commencer à parler de dégâts un peu plus importants. Entre 6,1 et 6,9, ça cause des dommages conséquents aux bâtiments mal construits et aux structures dans un rayon, dans un secteur allant jusqu'à 100 km autour de l'épicentre. L'épicentre étant l'endroit, évidemment, où le séisme se produit. Entre 7 et 7,9, le séisme est considéré comme majeur et peut causer de sérieux dommages sur de plus vastes étendues. Et là, s'attaquer évidemment aux bâtiments de bonne construction. Entre 8 et 8,9, on arrive sur des séismes énormes, considérés d'ailleurs comme énormes. Ça peut causer des dommages sérieux et la perte de vie dans les régions allant jusqu'à plusieurs centaines de kilomètres autour de l'épicentre. Et au-dessus de 9, c'est des séismes énormes forcément et rares. Et ça peut causer des dégâts, perte de vie, dégâts sur tout type de bâtiment dans un rayon allant jusqu'à
1000 km autour de l'épicentre. C'est une catastrophe quand ça arrive. Là, on parle vraiment de milliers de victimes. Maintenant que vous savez l'essentiel sur la planète, pourquoi on a des plaques, pourquoi il y a des séismes, d'où ça provient, toute cette énergie qui est libérée, eh bien on va pouvoir parler de l'histoire. Alors oui, on est d'accord, il y a beaucoup de choses à expliquer avant, j'espère que ça vous intéresse. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, je trouve ça hyper intéressant de savoir les rouages de notre planète et savoir pourquoi aujourd'hui on arrive encore à avoir ce genre de choses. C'est complètement indépendant de notre volonté. Les sismologues mettent en place des choses pour surveiller les séismes, puisque un séisme, quand il se déclenche, il y a des prémices. On le sent dans les enregistrements sismologiques que ça commence à venir, donc on peut prévenir à peu près les séismes, bien que pas toujours. Mais c'est des choses qui sont indépendantes de notre volonté, on ne pourra malheureusement jamais arrêter ça. L'histoire qu'on va parler aujourd'hui est peu documentée, évidemment, puisque c'est une histoire qui remonte à il y a très longtemps. On a peu de données, on a quelques images d'époque, vraiment des images en noir et blanc si vous arrivez à distinguer un peu. Je vais vous mettre des images d'illustration principalement de séismes qui ne sont pas concernés par cette histoire principale, pour histoire d'illustrer que vous voyez à peu près les dégâts que peut causer un séisme de cette étendue. Donc nous allons faire un énorme bond en arrière et se transporter dans les années 1556 exactement, dans la province de Shaanxi, en Chine. À cette époque-là, nous sommes sous le règne de l'empereur Jiaqing, 11e empereur de la dynastie Ming, donc une énorme dynastie. On est le 23 janvier 1556. Tout le monde dort paisiblement dans leur petite bâtisse, sans imaginer une seule seconde l'enfer qui s'apprête à vivre et à s'abattre sur la Chine. Cette journée sera gravée à jamais dans l'histoire. Soudain, durant la nuit, la terre se mit à trembler de façon intense. L'épicentre du séisme se trouve dans la vallée de la rivière Wei, près des villes de Huaxian, Weinam et Huahin. Je suis désolée si je les prononce pas, bien évidemment. Au moment où le séisme se produit, à Huaxian, une des 3 villes les plus touchées, tous les bâtiments, sans exception, et toutes les maisons sont complètement détruites. La moitié de la population de la ville va périr, soit une dizaine de milliers de personnes qui va périr durant le premier séisme. Dans les 2 autres villes, c'est pas mieux. Exactement la même situation, tous les bâtiments et les maisons sont réduits à néant et la population dévastée. Dans certaines zones autour de l'épicentre, on parle de 60% de la population qui est malheureusement rasée. À certains endroits, des crevasses de plus de 20 mètres de profondeur vont s'ouvrir dans le sol, créant des énormes trous, engloutissant tout sur leur passage. Selon les estimations modernes, puisqu'encore une fois à l'époque nous n'avions pas de façon de mesurer l'intensité de ce séisme, mais selon les estimations de sismologues aujourd'hui, ça aurait été un séisme de magnitude avoisinant les 8,3 sur l'échelle de Richter. C'est pas le séisme le plus puissant que la Terre ait connu. Au Chili, il y a eu un séisme de 9,5 sur l'échelle de Richter, mais ce séisme dont on parle aujourd'hui sera le plus meurtrier jamais enregistré. Il va tuer directement, donc pendant le tremblement, plus de 100 000 personnes d'un seul coup. Mais ce qui va causer le plus de dégâts également, et qui va faire que ce séisme va rentrer dans l'histoire comme étant le plus meurtrier jamais connu, c'est que les jours qui vont suivre, il va se passer énormément de choses, notamment des glissements de terrain qui vont emporter encore beaucoup de vies. Des incendies vont se déclencher un peu partout dans le pays, entraînant également la mort de beaucoup de personnes. Les incendies, les glissements de terrain et le séisme, la destruction des villes, va entraîner tout simplement une famine, puisque les récoltes sont complètement anéanties et toutes les réserves sont détruites. La famine va causer beaucoup de morts. Au total, les annales chinoises estiment le nombre de morts, écoutez bien, à plus de 830 000 personnes dues au séisme de cette journée-là. Sans parler évidemment de toutes les personnes qui ont été blessées, qui ont disparu, donc pas comptabilisées, et les sans-abri qui se sont retrouvés à cause du séisme. C'est aujourd'hui la 3e catastrophe la plus meurtrière de l'histoire de la planète. Derrière la peste noire, qui est et qui restera la numéro 1 pour le moment. Faut savoir que la peste noire, on en parlera si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse une vidéo sur la peste noire. Et la peste noire a fait entre 75 et 200 millions de personnes décédées. Je répète, 75 à 200 millions de personnes décédées. C'est juste énormissime. Et la 2e plus grande catastrophe entraînant un nombre de victimes conséquent, est la famine. Et une famine qui s'est déroulée il n'y a pas si longtemps que ça, honnêtement, quand j'ai lu l'information, je me suis dit c'est très récent, je trouve, puisque c'est la grande famine de Chine qui s'est passée entre 1958 et 1961. C'est pas, je trouve que dans l'histoire, c'est pas
très loin, et ça va causer la mort entre 11 et 40 millions de personnes en Chine. Pour finir sur cette histoire, puisqu'encore une fois je vous dis elle n'est pas énormément documentée, mais il y a un ouvrage monumental qui porte le titre de Ming Shi Lu, qui comprend une section intitulée, alors excusez-moi pour ma prononciation, Ming Shizong Shi Lu, consacrée justement à l'histoire du règne de l'empereur dont le nom posthume de temple était Shizong, et le nom de règne Jiajing. Donc l'empereur qui était en place à ce moment-là. Dans ce livre, je me suis imprimé pour vous lire un passage, je ne vais pas tout vous lire bien évidemment, mais en fait, il y a justement référence à ce tremblement de terre et on peut se rendre compte de comment les populations de l'époque ont vécu le tremblement de terre et qu'est-ce qui s'est passé. Donc je vous lis quelques lignes, je trouve ça hyper intéressant. En l'année Yimao de l'ère Jiajing, le dernier mois de l'hiver, à minuit du 12e jour, la terre trembla dans le Guazhong. Il n'y a pas dans les anciennes histoires de tremblement de terre qui le surpasse. Dans la nuit, au milieu d'un rêve, je me réveillais en sursaut, secoué et tremblant. J'étais retournée et je ne pouvais pas m'accrocher au matelas. Près de ma couette, j'entendais comme si quelqu'un faisait tomber les ustensiles. Les tuiles de ma chambre faisaient un bruit violent, comme le galop de 10 000 chevaux. D'abord, je pensais à des voleurs, puis je pensais à un désastre provoqué par des démons. Enfin, seulement alors, au moment de l'écroulement du mur où appuyait ma tête, je réalisais tout à coup que c'était un tremblement de terre. Je vis que la couleur de la lune était obscurcie par la poussière. À la hâte, j'attrapais mes vêtements et je sautais du lit. Mon corps penchait comme si j'étais ivre. Mes pieds ne pouvaient pas marcher sur le sol. Au sud de ma maison, il y avait un endroit vide. À travers la brèche dans le mur, je m'y précipitais. Quand j'y arrivais, je vis que ma mère, mes frères aînés et cadets, et mon neveu y étaient déjà arrivés indemnes. Nous t'avons appelé en hurlant anxieusement, tu ne nous as pas répondu. À ce moment-là, 10 000 maisons étaient démolies. La confusion de bruit me remplissait les oreilles. Je ne pouvais rien entendre, sans parler des cris. À la 4e veille, la violence augmenta beaucoup. Le bruit était effrayant, comme 10 000 tonnerres. Passé le 5e tambour, il y eut un peu de calme. Je commençais à entendre de tous côtés, près et loin, beaucoup de clameurs et de lamentations. Par chance, toute ma famille était indemne. J'étais très inquiet des autres membres de mon clan. Ils étaient tous sains et saufs. Au matin, je vis que la terre était crevassée horizontalement et verticalement, comme dans une peinture. La moitié des maisons des gens étaient penchées ou effondrées, des murs qui restaient debout. Il y en avait seulement 1 ou 2 sur 10. Les gens allaient et venaient en pleurant. Ils couraient affolés, comme des abeilles qui ont perdu leur ruche. Vient midi. Personne n'avait mangé. Les ustensiles de cuisine étaient tous détruits. Même les grains et la farine étaient tous enterrés. Le cœur des gens s'émeut si facilement. Dans le pays autour, des villageois qui avaient subi le désastre avaient eu la chance de s'enfuir et de se réfugier temporairement dans la capitale de la province. Quant aux gens, nombreux, qui habitaient dans les grottes et les vallées, beaucoup de familles entières périrent écrasées, et rares furent ceux qui s'en échappèrent. Donnant des détails sur le tremblement de terre. Depuis Toguan et Puban, il frappa violemment et soudainement, se dispersant dans les 4 côtés, comme une vague furieuse. Dans diverses directions, il se répandit tranquillement. Pour cette raison, le désastre souffert fut divers. On ne peut savoir jusqu'où il alla. Depuis l'ouest de notre province, il s'affaiblit graduellement. Depuis l'est de notre province, il se renforça graduellement. Jusqu'à Guyane et Puban, il fut le plus fort. Là où le tremblement fut faible, les murs des maisons penchèrent plus ou moins. Là où il fut le plus fort, tout fut immédiatement et totalement ruiné. Là où le tremblement fut faible, les gens qui avaient échappé à la mort purent encore se réfugier. Là où il fut le plus fort, bien qu'il y eût qui eurent la chance de rester vivants, beaucoup étaient enfermés, enterrés et furent extraits en creusant. Ainsi à Wuhan, une porte de la ville s'enfonça dans le sol. Dans la ville de Guangzhou, pas un chi ne resta debout. À Toguan et Puban, les murs de la ville tombèrent, les maisons du petit peuple, les bâtiments officiels furent renversés. Je m'arrête ici, évidemment, ça vous fait déjà un long pavé, mais vous pouvez imaginer justement ce qui s'est passé quand on était présent durant cette catastrophe. Ces textes sont très précieux, je trouve, parce que ça nous montre un peu l'angoisse et surtout l'ampleur de la catastrophe et l'ampleur justement des conséquences que ça a eu sur les gens et sur... ça a dû marquer une époque. Quand vous tapez tout simplement le séisme de Jungshan, donc le titre que je vais vous mettre en description, vous pouvez retrouver facilement le PDF avec le livre concerné et le passage qui parle justement du séisme. Je vous ai lu un passage, mais évidemment il y en a plus. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un poil plus dessus, n'hésitez pas à aller le parcourir, c'est intéressant je trouve. Mais il n'y a pas énormément d'informations encore une fois sur ce séisme puisqu'il date maintenant de hyper longtemps. Mais ça vous rappelle quand même à quel point nous, l'être humain, on est très fragile et très sujet justement aux fluctuations de la planète. Là, par des séismes qui se trouvent en dessous de nos pieds, hein, c'est lié à de l'énergie libérée encore une fois sous nos pieds,
à quel point ça peut être dévastateur pour nos structures, notre civilisation, notre société. Mais il existe, encore une fois, énormément de catastrophes naturelles qui ont des dégâts et des conséquences dramatiques sur des populations. On va parcourir avec ce nouveau format beaucoup de catastrophes naturelles, vous expliquer leur fonctionnement, leur expliquer leurs causes et leurs conséquences. N'hésitez pas à me dire justement si ça vous intéresse ce genre de format. Moi j'adore, les animaux c'est une chose, les faits divers c'en est une autre, mais les catastrophes naturelles je trouve ça très intéressant de pouvoir comprendre justement le mécanisme et les mécanismes d'ailleurs de notre planète et de pouvoir s'y intéresser plus en profondeur et de se rendre compte à quel point nous sommes que poussière sur notre belle planète bleue. J'espère en tout cas que cette histoire vous aura plu, que ces informations vous auront appris 2-3 petites choses en plus que vos cours de géologie au lycée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et à la liker, à faire un tour sur ma boutique en ligne, ça me ferait hyper plaisir comme d'habitude, donc n'hésitez pas, le lien il est dans ma description comme d'habitude. Et sur ce, écoutez, je vous dis à lundi prochain pour une prochaine histoire. Qui sait, animaux, catastrophes ou faits divers, faudra venir voir pour le savoir. Sur ce, adieu.